That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Ça fait un certain temps que je n'avais pas utilisé les codes de l'émission Fait Croquer, et il s'avère que mon invité, il était prévu depuis très longtemps qu'il y ait ce… bien évidemment, la faute en revient à personne parce que il n'y a pas de faute en fait. Mais je lui en avais déjà parlé. Je lui ai dit voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il était déjà venu une première fois pour parler de ce film sympa, Midnight Run de Martin Brest. Il y avait toute une flopée de mercenaires qui étaient là avec nous. Et il s'avère qu'il avait le temps, enfin il avait le temps surtout, j'avais le temps. Et donc, on est là tous les deux. C'est John Ali. Sa chaîne YouTube, tu vois, j'ai fait un lapsus, mais qui peut-être dit quelque chose aussi de cette chaîne YouTube. J'ai dit sa chaîne télé. On va peut-être parler de ça après. Donc, sa chaîne YouTube, c'est John Ali TV, mais il n'est pas d'abord que YouTuber. Il a beaucoup de casquettes, dont chanteur aussi, artiste musical. Il travaille aussi, en tout cas, advisor management pour la boxe. Personnellement, moi, je l'ai vu la première fois. C'était dans une émission de télé-réalité. C'est là, je me souviens très bien de quelle émission, et c'est là où je l'ai vu pour la première fois. Bref, c'est quelqu'un qui a beaucoup de casquettes et on va peut-être parler de tout ça. Donc, et on se connaît bien, donc on se tutoie. Et comment vas-tu? Yes, avec plaisir. Eh ben, écoute, merci de me recevoir dans ce format. On a enfin réussi à trouver un créneau parce que ça fait longtemps qu'on veut le faire en fait. Et des fois, c'était une question de timing, que ce soit de ma faute. Souvent, ça a été de la mienne au tout début. Je le confesse. Et voilà, et effectivement, 4 ans de YouTube, on s'est rencontrés aussi via la visio, qui a été démocratisée à cause de la pandémie Covid au début des années 2020. Et ensuite, on s'est rencontrés aussi en vrai, grâce à d'autres confrères YouTubeurs. On citera Megamax, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois dans une émission live, qui faisait en live en tout cas. Et ça, c'était cool. Aussi de passer l'écran, quoi, de casser ce mur-là. Et puis on a fait toute une flopée de live. T'es venu beaucoup de fois sur la chaîne aussi, et ça m'a fait plaisir. Je t'ai reçu dans pas mal d'émissions, ou même des lives sauvages, comme on a l'habitude d'en faire. Et donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais profiter de ça. Tu ne le sais pas, et mon invité n'était pas au courant de ce que j'allais faire là maintenant, mais je vais quand même profiter de cette occasion pour dire une petite chose. La dernière fois que je me suis retrouvé chez John Ali, c'était dans le cadre d'une émission consacrée à Brian De Palma. Il avait fait, il a vu la générosité parce que je l'avais contacté pour lui demander, c'était pour la 2e édition, je crois, du festival Microciné, si je ne me trompe pas. Et je lui avais demandé, comme j'avais dit à beaucoup de confrères, s'il était possible de faire quelque chose pour faire la promotion de ce festival. Et ça n'a pas loupé parce que le festival a eu beaucoup de monde. Donc, grâce à tous ces confrères, dont toi. Donc, quand je suis arrivé, en plus de cela, parmi les films qui étaient proposés, que j'avais proposé, il y avait Snake Eyes. Et il m'avait dit, bah, tiens, on va faire un truc sur De Palma. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est une première partie. Il reste encore une seconde partie à faire. Mais bref. Et quand je suis arrivé chez toi, j'ai été dans un état de fatigue très, 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 très avancé parce que j'avais fait une espèce de tournée promotionnelle qui était aussi intéressante que passionnante. Et il s'est avéré que d'habitude, je garde mon sang-froid face à certains films qui disent des choses qui sont importantes. Et là, pour le coup, le sang-froid n'a pas été finalement conservé. Donc, j'ai même été très ému, voire même très ému aux larmes. Donc, c'était un peu complexe. C'était même un peu bizarre. Et je tenais à te présenter mes sincères excuses, même si je l'ai déjà fait il y a plus d'1 an et demi par message privé. Mais je voulais quand même te le dire et que les gens qui vont te regarder, parce que beaucoup de gens ne sont pas abonnés à ma chaîne, mais ils vont quand même regarder cette émission. Je voulais aussi, bien évidemment, expliquer les choses comme elles sont. Et c'est vrai que ça a perturbé beaucoup de personnes parce que c'est pas moi. Mais en tout cas, j'étais très fatigué. Ça n'a pas été facile. Et donc, je garde pas forcément un très bon souvenir, mais j'espère pouvoir corriger cela un autre jour, une autre fois. Voilà. Je profite de ce moment. Je te remercie, ça fait plaisir. Alors, c'est vrai que c'est une émission un peu spéciale. Brian De Palma, en plus, on me le redemande souvent, cette partie 2 qu'on fera. On est obligé, parce que c'est, voilà. Et c'était une très bonne émission dans le sens où on avait énormément de monde. Il y avait près de plus de 600 personnes qui étaient en live ce jour-là.
Donc on avait bien cartonné en termes d'audience, on avait un super palmarès de films, une très bonne sélection. Et puis chacun a eu un point de vue très intéressant sur Brian De Palma, parce qu'on vient tous un peu d'univers aussi cinématographique un peu différent, ou même de générations différentes. Ça, c'est intéressant de regarder le cinéma comme ça. Et puis après, bon, ce qui s'est passé en live, voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent, on est fatigué. En tout cas, ça reste quand même une des émissions les plus regardées de la chaîne, mine de rien. Les gens aussi aiment quand il y a une espèce de sincérité, de friction. C'est les lives aussi, des fois, où il se passe ce qu'on appelle dans le réseau des dramas, c'est les lives aussi qui intéressent le plus les gens, j'ai l'impression. Alors, c'est pas forcément nous, en tant que protagonistes, qu'on préfère, parce que on n'a pas forcément le contrôle. Puis en plus, on est en live, il faut gérer. Mais non, voilà, tu m'avais appelé le lendemain, et puis tout s'était bien passé. Il n'y a pas eu de suite à ça. Et puis voilà, donc c'est une émission que j'encourage beaucoup de gens à regarder. Mais c'est vrai que comme toi, je l'ai vu une seule fois en replay, mais j'ai eu du mal à la regarder aussi. Ah, moi, je ne l'ai jamais revu. Ouais, tu vois. Donc, Non, mais en tout cas, elle existe. Même des bribes, je ne revois pas. Il n'y a pas eu de drama, comme on dit. Non, mais tu sais, c'est un peu bêtement le raccourci que les gens prennent quand il se passe un truc. Mais effectivement, il n'y a pas eu de drama. Parce que nous, on a désamorcé ça tout de suite. Il n'y a jamais eu de suite. Voilà, quoi. Non, ça c'est clair qu'il n'y a jamais eu de suite, effectivement. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais cette émission est toujours en replay, elle le sera toujours. Elle n'est pas censurée. Voilà, la 7e dimension. Alors, il faut que ça puisse se regarder comme ça a été enregistré, quoi, comme ça a été diffusé. On parlera de la 7e dimension un peu plus tard, mais d'abord, j'aimerais savoir un peu, c'est la question que je pose à tous mes invités, bien évidemment. C'est cette question un peu bâtarde il s'agit de comprendre un peu d'où tu viens dans ton rapport à l'image. Et donc, c'est une espèce d'image marquante, quelque chose comme ça. Je rappelle que cette image marquante est souvent liée à l'enfance, mais que c'est pas forcément ça peut ne pas être forcément un extrait d'un film. Bon, si ça l'est, c'est très bien, je m'en fous, c'est pas un problème. Mais est-ce qu'il y a de cela dans ton rapport à l'image? Oui, non, ou pas, ou plus ou moins? Ouais, j'ai 2 images marquantes. Alors, une figée et une au cinéma. La première au cinéma, c'est L'Ours, qu'on a regardé avec l'école à l'époque. C'est vrai que c'est un film qui m'a énormément marqué. L'Ours de Jean-Jacques Hano, bien entendu. Et alors, je ne sais plus si on a été le voir au cinéma, mais je ne pense pas, vu la date de sortie, ou si ça a été une diffusion dans une salle de classe. Oui, parce que, pardonne-moi de cette indiscrétion, mais c'est pas je suis sûr, c'est pas je pense, c'est je suis sûr et certain, je suis plus âgé que toi, voire même peut-être d'une génération, je crois. Je suis de 76, toi tu es de quelle année? 82. Bon, quoique, on fait partie de la même génération. Si, quand même, à 6 ans. Mais je crois que L'Ours, c'est 91? 88. 88. Donc je pense. Je l'ai vu au cinéma. Moi, je l'ai vu au cinéma, ça c'est sûr. Ouais. Donc je pense plutôt que c'était peut-être une rediffusion lors d'une diffusion, tu sais, dans une école. Ce qui est sûr, c'est que j'étais en maternelle. Et donc j'ai cette image marquante de ce film, assez incroyable. Et puis après, les 2 images figées, le cinéma aussi a été introduit par mon père, qui est un cinévore. Chez moi, il y avait une collection de VHS comme une bibliothèque de films. Tu sais, les bibliothèques qu'on a de livres, ben là, c'était des bibliothèques de VHS. Et les images marquantes que j'ai, je crois, les 2 premières comme ça qui me sautent aux yeux, c'est les René Château, les Bruce Lee, les affiches de René Château Bruce Lee, parce que mon père les recopiait et créait des VHS. Et celle de Superman de Donner. Voilà, c'est vraiment les 2 premières, je crois, VHS qui me sautent à l'esprit comme ça. 2 images très marquantes, je trouve. Voilà. C'est ton premier passeur, ton père? Ouais, carrément. Quel genre de passeur il était? C'est un passeur actif dans le sens, c'est viens, je te montre ça et puis on en parle, ou c'est un passeur passif? Un passeur passif, c'est quelqu'un qui est en train de regarder quelque chose et si toi tu as la chance, le hasard de passer à ce moment-là, eh ben tu t'assieds et tu regardes, mais il n'y a pas le dialogue. Ou quel genre de passeur c'était? C'était un peu les 2. C'est marrant parce que tu sais, mon père, il arrive d'un autre pays, il adore la culture cinématographique américaine. Et alors, les films étaient en libre accès à la maison. On pouvait les regarder, tout ça et tout. Bon, il y avait un magnétoscope, une télé, donc c'était sur les heures où on pouvait le faire. Mais par exemple, s'il louait un film, tu vois, j'ai une image marquante où mon père rentre à la maison, il dit tiens, j'ai loué Ghost, tu sais, avec Patrick Swayze et Demi Moore.
Et il me raconte, il dit, regarde, j'ai loué Ghost, un super film fantastique et tout. Donc, mais c'était pas, on se posait pas pour en parler. On le regardait ensemble. Voilà, lui, il le copiait et il le mettait dans sa VHS Tech. Ah, il Et copiait, voilà. il Ah bah copiait oui, les il copiait tout. Hein. C'était On les faisait ça. premiers pirates. Hein. C'était les premiers pirates VHS. Il mettait la petite languette pour. Ouais. Ah, mais il faisait tout. Hein. Il achetait les jaquettes, tu sais, vierges, et puis il photocopiait, il mettait des photos, il faisait un peu à leur sauce, tu vois. Et voilà, donc il était un peu actif et passif, j'ai envie de dire. C'était un peu marrant. Mais en tout cas, c'est lui le premier. Ouais. Mais toi, c'était important pour toi, finalement, après un film, qu'il y ait aussi le prolongement de son film par le prisme d'un dialogue, ou ça, c'est quelque chose que tu as évacué assez vite? Je te pose cette question parce que moi, je vois tes émissions et la parole est très importante. Oui, moi, j'ai besoin d'en parler. J'ai toujours eu besoin d'en parler. Et donc, du coup, alors, on n'en parlait pas forcément avec mon père. Et lui, il n'avait pas le temps, il allait se coucher, tu sais, il était fatigué. Tu sais, eux, c'était métro, boulot, dodo. En plus, il y avec mon père qui travaillait à l'époque, on était 4 enfants. Mais après, moi, j'ai toujours eu besoin d'en parler. C'est-à-dire que ce soit dans les cours de récréation, tout ça, ou avec des potes. Et j'ai eu la chance d'avoir aussi des cousins et des frères et sœurs qui étaient ouverts là-dessus, qui consommaient aussi beaucoup de cinéma, beaucoup de films. Donc, on en parlait entre nous, on les remettait. Et moi, j'étais celui qui regardait après les films par petits bouts. C'est-à-dire, je remettais des scènes de films en boucle que j'adorais. Mais tu m'as parlé de l'ours. Oui. Pourquoi l'ours, ça te marque? Mais je ne sais pas. J'ai pas un lien particulier d'affection avec ce film. D'ailleurs, que j'ai pas vu depuis très longtemps. Mais c'est l'image où je me vois. On est sur des bancs. Donc, c'était bien dans une école, hein, et pas au cinéma. Et on regarde l'ours avec plusieurs écoles maternelles dans notre école. Et je vois tu sais, ces paysages magnifiques avec la maman ours et le bébé ours. Tu vois, voilà, j'ai quelque chose d'assez majestueux et de grand en fait. Parce qu'à la maison, on avait une petite télé. Il faut savoir, voilà, on regardait nous quand même sur des formats très petits. Aujourd'hui, où tout est démocratisé, tout est grand. Et quand tu vois un espèce d'écran géant, ben c'est ce qui m'a marqué, ouais. En fait, ce qui te marque, c'est finalement toujours le rapport à la. Ce qui n'est pas un reproche pour le coup, mais parce que je te vois, en fait, je le vois ça dans ta manière d'approcher, de capter l'essence même d'un film, le cinéma, c'est-à-dire sa technicité. Et il y a quelque chose de très fort par rapport à ça. Donc, en fait, en fait, toi, tu es un cinéphile ou un spectateur de cinéma, peu importe, du salon ou de la salle de cinéma? Alors, du salon. Alors, à l'époque du salon, parce que on n'avait pas les moyens toujours d'aller au cinéma. Et d'ailleurs, aller au cinéma pour moi, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un émerveillement total. C'est-à-dire, je me souviens encore, hein, gamin, aller au cinéma, c'était pour moi aller dans un parc d'attractions. C'était un émerveillement. J'adorais aller, jusqu'à aujourd'hui, j'adore aller au cinéma. C'est-à-dire, quand je vais au cinéma, il y a quelque chose qui se réveille en moi d'enfant, qui est tout content d'aller voir un film, de prendre le popcorn. Et très petit, je me souviens, je comptabilisais les films au tout début. Tiens, j'ai été 7 fois au cinéma dans ma vie quand j'étais gamin. Parce que les premières 10 fois, j'ai dû les comptabiliser. Et c'est vraiment pour moi l'une des plus belles choses qui a été inventée au monde. C'est une salle de cinéma. Aller au cinéma, c'était pour moi, c'était incroyable, quoi. Mais jusqu'à aujourd'hui, hein, ça l'est. Jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, beaucoup s'est fait au salon, quoi. Beaucoup s'est fait au salon. Il y a quelqu'un qui disait que, je sais plus qui, je m'en souviens, qui parlait, je crois que c'est un YouTuber. Je crois que c'est Eddy. À l'époque, c'était Cinédi, mais je crois qu'il a changé. Serial Vlogger, je crois, quelque chose comme ça, qui a un point commun avec toi, la boxe, et qui a boxé aussi, et aussi un autre point commun. Alors, je sais pas si c'est Marvel ou DC, mais je crois que c'est les deux, je pense. Mais bon, ça peut-être on parlera après de ça. Mais en tout cas, voilà, il est très sensible aux comics et aux adaptations ciné des comics. Et il me disait que lui, dans une salle de cinéma, il avait cette sensation très étrange jusqu'à aujourd'hui d'être préservé du monde. Et moi, je lui disais, mais le cinéma, c'est le monde. Il me dit, mais différemment. Moi, je sais que dans cette salle de cinéma, il ne pourra jamais rien m'arriver, en fait. Est-ce qu'il y a de cela que tu ressens? Je ne sais pas, parce que je suis plutôt d'accord pour dire avec toi que c'est le monde en grand, c'est le monde sous un autre regard.
Mais je comprends le fait de se réfugier quelque part. Il y a des gens qui se réfugient aujourd'hui dans un. Tu vois, le monde du jeu vidéo, c'est un autre monde. Des gens se réfugient dans un autre univers pour un peu échapper, effectivement, parfois au monde actuel. Mais moi, j'aime regarder le cinéma aussi comme le monde actuel. J'adore quand le cinéma me dépeint quelque chose de la réalité. Parce que j'aime profondément l'adaptation. Je m'en suis rendu compte au cours de ma vie que ce qui me plaisait, c'était comment on adaptait la vie ou l'idée qu'on se faisait de la vie sur un grand écran. Le cinéma t'a appris des choses? Ah oui, énormément. Politiquement parlant, sur les hommes de l'histoire. Moi, j'ai découvert John Fitzgerald Kennedy par le biais du cinéma. Malcolm X par le biais du cinéma. De grandes figures de l'histoire par le biais du cinéma. Donc le cinéma m'a appris et m'apprend encore énormément de choses. Mais est-ce que Alors le toujours Oui. sur le pied de la. C'est pour ça que je parlais du mot adaptation, parce que je garde toujours en tête que c'est une adaptation personnelle parfois. Donc après, il y a aussi la recherche d'aller voir les faits historiques, quoi. Oui, mais est-ce que je comprends, je le partage tout à fait d'ailleurs. L'enfance et l'adolescence me concernant, c'était cela uniquement. Mais est-ce que le cinéma t'apprend aussi des choses du quotidien, des choses bêtes et du quotidien, par exemple, comment dire, je sais pas, moi je vais te donner un exemple un peu bizarre, mais moi quand j'avais regardé pour la première fois de ma vie, fin d'adolescence pour le coup, ce film de François Truffaut, je crois, qui s'appelle Baiser volé, où à un moment tu as les deux protagonistes, Jean-Pierre Léaud et Claude Jade, qui sont dans la cuisine, et Jean-Pierre Léaud, c'est très français ce que je vais te raconter pour le coup, il prend une biscotte et en voulant beurrer sa biscotte, au premier sens du terme bien évidemment, il casse la biscotte et elle lui apprend à lui dit ben non, il faut prendre 2 biscottes. C'est con hein, ce que je te dis, mais ça tu vois, j'ai appris. Et donc c'est dans cet esprit-là, non pas que je ne respecte pas ta première option, que je partage totalement. Mais est-ce que le cinéma t'apprend aussi les faits et gestes du quotidien? Oui, je pense qu'inconsciemment, j'ai vu des choses au cinéma que j'ai apprises, mais notamment un film marquant aussi qui fait partie de mon histoire. Le cinéma m'a appris la guitare, m'a donné cette envie avec le film La Bamba, qui m'a donné envie tu vois, je savais pas jouer de guitare. J'ai vu ce film, je me suis dit ah bah moi aussi je peux jouer de la guitare et je jouais de la guitare. Tu vois, c'est tout bête, hein, mais il y a eu il y a ce déclencheur là, quoi. Qu'on le veuille ou non, quand on aime le cinéma, qu'on le veuille ou non, peu importe ensuite qu'est-ce qui nous intéresse, on vient toujours, je pense qu'on vient tous du cinéma américain, qu'on le veuille ou non. Ça, je ne vois pas qui me dirait à l'âge de 5-6 ans, mes grands héros étaient un tel, mais pas américain au terme de cinéma. Et moi, pour moi, je viens de là. Et je sais que toi, tu viens de là, et c'est un cinéma un aspect du cinéma qui est très important pour toi. Mais je voudrais te poser une question par rapport à ton enfance. Est-ce que, à part quelques exceptions, hein, comme Bruce Lee par exemple, mais par rapport à ton enfance, est-ce que pour toi la carte du cinéma se résumait uniquement qu'aux États-Unis d'Amérique? Alors non, vraiment à l'Asie, beaucoup à l'Asie, au cinéma asiatique et au cinéma américain. C'était vraiment, on va dire, les deux cinémas que je regardais le plus. Parce que on vient des arts martiaux avec mon père qui en a fait, moi qui en ai fait pendant 10 ans, de mes 7 à même plus de 10 ans, de mes 8 à 20 ans. Et du coup, j'ai regardé énormément de cinéma HK, Hong Kong, asiatique. Donc je viens de là, j'ai vraiment, j'en ai mangé, quoi, parce que j'ai adoré ça et c'est pour ça que j'ai fait aussi du kung-fu. Et je pense aussi que c'est pour ça que la passion des arts martiaux dans ma famille vient aussi de là. Et aussi beaucoup de cinéma américain, c'est vrai. Hein. Moi, mes premiers films de chevet, là, je me revois encore mettre les VHS de Star Wars, de Conan, de Terminator à un âge vraiment, tu sais, où aujourd'hui, on ne les fait plus regarder ce genre de film à des enfants de 6-7 ans. Mais c'était une autre époque aussi, donc on avait ce truc-là. Mais ouais, c'est beaucoup le cinéma américain et le cinéma asiatique. Mais le cinéma américain, à partir de quand le cinéma américain? Quelle période du cinéma américain? Ah ben la période des années 80. La période des années 80, vraiment. Ouais, parce que même pas les années 70 avec les road movies, les Coppola, les trucs comme ça? Non, beaucoup moins. Ça, je les ai découverts après. C'est vraiment parce que en fait, je les ai découverts à rebours aussi les années 80. Parce que vu que je suis né en 82, j'ai pas vu Terminator 1 qui est sorti en 84 à 2 ans. Donc j'ai dû attendre un peu. Je les ai vus sur la fin des années 80, début des années 90. Et du coup, j'ai rattrapé les années 80 à l'aube des années 90, quoi. Donc il y avait un décalage.
Et t'as sévèrement bien rattrapé. Moi, quand je t'ai connu pour la première fois, oui, parce que tu vas même jusqu'à dénicher des trucs des années 90, dont moi j'avais 20 ans, et je me dis, mais où est-ce qu'il les trouve? Donc, non, t'as sévèrement bien, mais on va parler de ça après. Moi, je t'ai connu la première fois, c'était, je crois, je revenais donc de mes 4 ans d'Algérie, donc ça devait être en 2015, 2016, je ne sais plus, et c'était l'après-midi, je ne sais plus sur quelle chaîne du câble, et c'est là que je te découvre dans cette émission de télé-réalité où chaque participante et participant a un objectif professionnel, et toi, c'est la chanson, c'est la musique. Mais la question, elle est très simple en fait. De ton enfance jusqu'à ce moment-là, il y a la musique qui va commencer à prendre. Mais le cinéma, dans tout ça, tu as toujours voulu être juste, et c'est bien hein, déjà, juste regardeur d'images, où il y avait aussi. Non, j'ai voulu être acteur. D'ailleurs, j'étais à l'école, quand il y avait des spectacles, j'étais toujours celui à qui on donnait le rôle, le premier rôle dans les petites pièces ou dans les prestations, on va dire. Et donc, j'ai toujours aimé J'ai d'ailleurs réalisé les premiers films quand j'avais 15 ans, au centre aéré, au centre social et tout. Et après, il y a eu aussi, parce que pour moi, la musique et le cinéma sont deux choses qui sont indissociables. En tout cas, dans la façon dont je le regarde. Et c'est à travers, d'ailleurs, je t'en parlais tout à l'heure, le cinéma, que mon amour pour la musique s'est développé aussi. Donc, le cinéma est vraiment le point de départ, finalement. Et donc, la musique s'est développée et j'ai saisi une opportunité dans la musique à 20 ans avec La Nouvelle Star. Où j'ai fini 7e de l'émission en 2003, c'était il y a 22 ans maintenant. J'ai eu un double disque d'or, voilà, on a fait des tournées, ça a été une expérience assez incroyable. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai fait mon premier festival de Cannes, c'est assez intéressant de voir ça aussi, tu vois. On a été invité au festival de Cannes, on a monté les marches et tout, c'était cool, en 2003. Et donc le cinéma était toujours là, en fait. Mais c'est vrai que j'avais pas réussi à mettre un pied dans finalement un cinéma que je pensais, parce qu'il y a le cinéma français que je connais très peu même, j'ai envie de dire, et le cinéma, l'idée que je m'en fais moi et la façon dont j'ai envie de le construire dans ma tête. Et donc de la musique est venue la réalisation. Donc j'ai réalisé une 20aine de clips aujourd'hui pour moi et même pour d'autres artistes. Le dernier que j'ai réalisé d'ailleurs c'est en 2023, qui est passé en télé, tout ça et tout. D'ailleurs j'avais fait sur un live, il y a un making of, hein, c'est sur internet, on me voit réaliser et tout. C'était en 2023. Donc j'ai fait énormément de choses aussi devant et derrière la caméra. Ça me passionne d'être derrière la caméra. J'ai toujours créé des images. J'ai été très bon en dessin aussi quand j'étais jeune. Je faisais des portraits, j'avais toujours des 18, des 19. Et d'ailleurs, mon objectif à la base aussi, mon prof de dessin me disait il faudrait que tu sois dessinateur, parce que c'était là où j'étais le meilleur, dans l'illustration finalement. Et donc j'ai toujours eu cet œil derrière et tout. Mais j'avais envie d'être devant, j'avais envie de jouer, j'ai toujours eu envie de faire ça, et la musique m'a permis aussi de jouer sur scène, de jouer devant la caméra dans des clips vidéo, de faire énormément de choses. Mais c'est vrai que j'ai fait plus finalement de musique concrètement, on va dire, que de cinéma. C'est quoi le genre de musique que tu joues? Je connais la question, je connais la réponse, pardon, mais ça va. Je fais exprès parce que je te pose une autre question après. Tu sais, je me suis très tôt... Moi, j'ai baigné dans la musique, le rock'n'roll et la soul music. J'ai eu la chance d'avoir... j'écoutais des musiques quand j'étais jeune qui étaient... On me disait, pourquoi tu écoutes ce genre de musique? Parce que j'allais puiser là-dedans. J'étais fan de Little Richard, d'Elvis Presley, de Ray Charles, Sam Cooke, qui est pour moi le meilleur chanteur, le meilleur artiste ever. Michael Jackson, tout ça et tout. Et la funk, la soul, voilà, c'est vraiment ma musique de prédilection. Et puis ensuite, pour moi, la musique, c'est quelque chose qu'il faut savoir explorer, parce que je viens aussi d'un milieu populaire, d'un quartier, d'une cité, où on a grandi avec le rap et la funk. Donc, j'ai aussi été dans cet exercice-là. Dans les MJC, je chantais sur des refrains de rappeurs, et on faisait des sons ensemble. Donc, j'ai aussi fait de la musique urbaine après, en 2016, entre 2016 et 2018, parce que je venais de là aussi quelque part. Et on me disait, mais pourquoi tu restes pas à la soul? Et je dis, mais parce que déjà, la soul en France, ça marche pas. La musique en américain, tout ça, tu chantes en anglais, ça ne marche pas. Tu peux faire ça dans un piano bar, et je les ai écumés, c'est cool. Je veux dire, ça ne se vend pas, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Je dis, mais par contre, la musique urbaine a eu une place très importante à un moment donné en France, même encore aujourd'hui. Et moi, vu que je viens de là, c'était aussi important de l'exprimer et de l'explorer, parce qu'on sait le faire. Voilà, et j'adore les musiques de films aussi. Pareil, pourquoi les BO de films, les chansons des films aussi m'ont inspiré. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai repris pas mal aussi sur la chaîne. Je chante maintenant toujours via la chaîne John Ali TV. Et ça, c'est cool.
Ça me permet aussi de garder cette casquette de chanteur quand je reprends Ghostbusters ou Retour vers le futur ou L'Arme fatale ou Terminator, ce genre de choses. Quoi. Ou Elvis Presley, même si tu avais repris une chanson. Elvis Presley aussi, j'ai fait, oui, exactement. Elvis Presley. Ouais, je me souviens très très bien. Qu'est-ce qui fait que tu en arrives un moment à la créer, cette chaîne YouTube? Parce que moi, je me souviens d'abord de te voir de temps en temps ailleurs, chez Dirty Tommy. Je crois que c'était chez lui, je te vois souvent. Ouais. Là, je te reconnais parce que je me dis, mais ça, j'ai déjà vu cette tête quelque part et je fais le rapprochement assez vite. Et puis, à un moment, il y a cette chaîne YouTube que tu crées. Et puis, la chaîne YouTube que tu as créée, elle a complètement changé de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ça aussi. Mais d'abord, parlons de cela. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment, tu as besoin de cet espace-là, rien que pour toi? Parce que, effectivement, en fait, Dirty Tommy, le premier live qu'on on le fait pendant le Covid en 2020, en mai, sur un live Instagram, mon Instagram à moi. Donc, c'est moi qui invite Dirty Tommy sur un live Instagram. C'est comme ça que la connexion se fait. Tu le suivais depuis un certain temps, c'est ça? Ouais, je l'avais vu et tout. Et vu qu'il avait cette sensibilité à l'univers de Zack Snyder et le fameux Snyder Cut, c'est comme ça que la connexion s'est faite. J'ai dit, tiens, je vois un YouTuber qui est fan de ça. Et puis moi, j'avais fait partie de ce mouvement. J'avais carrément remonté le film avec une team américaine. Pardon, je t'interromps, je fais ça rarement, mais j'aimerais bien quand même, pour le coup, là, tout de suite, qu'on parle un peu de ça. Parce que peut-être qu'il y a certains et certains, peut-être, je dis bien peut-être, ils entendent Snyder Cut, ils ne comprennent pas. Ça m'étonnerait. Oui. Ça m'étonnerait. Mais sait-on jamais. J'ai envie de te dire, si moi je connais, je pense que tout le monde connaît. Donc, vas-y, on va pas parler de Snyder aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Enfin, je ne m'inquiète pas surtout. Mais oui, parce que dans l'histoire du cinéma, c'est intéressant, la Snyder Cut, pour le coup. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Pour moi, c'est l'un des épisodes peut-être les plus marquants, les plus intéressants finalement de mon parcours cinématographique, ce film-là, parce que donc effectivement, c'est le film Justice League de Zack Snyder qui est sorti en salle internationalement en 2017, mais qui n'est pas un film de Zack Snyder comme la version dont il est sorti, parce qu'il avait été écarté par Warner Bros, il avait perdu sa fille, le film a été complètement re-shooté et remonté à 80% par un autre réalisateur, et il y avait toujours son nom qui apparaissait au générique. Et donc, très vite, moi qui ai toujours été un fan, moi je peux dire le mot fan, de Zack, en tout cas j'aime son cinéma depuis son premier film, on a dit, mais attends, c'est pas Zack Snyder, c'est quoi ce film pourri, Justice League, qui va pas du tout. Et voilà, et après, il y a eu le mouvement Release the Snyder Cut, et donc moi j'ai fait partie très tôt en 2018. Et après, j'étais sur les réseaux, donc j'étais pas encore du tout j'habitais à Paris, j'étais pas du tout sur YouTube, et avec une team américaine, on a remonté un film que j'avais appelé The Ultimate Cut, Snyder. Et dès 2017, je fais une connexion avec le directeur artistique du film, qui s'appelle Patrick Tatopoulos et qui est français, qui est le directeur artistique du film Justice League, la vraie version, même la fausse malheureusement, et le film avant, qui s'appelle Batman versus Superman. Et Patrick, moi je suis un fan de lui depuis que je suis gamin. Depuis tous ses films, effectivement, son travail avec Roland Emmerich, avec Alex Proyas, et puis enfin voilà, tout ce qu'il a fait dans le cinéma, je trouve fantastique, et c'est quelqu'un avec qui on a une connexion rapidement forte. Et donc voilà, et un jour, donc je vois ce YouTuber, et donc on en parle sur ma chaîne Instagram, et ensuite il fait des lives sur YouTube pendant en tout cas en 2020, ouais c'est ça. Moi je connais pas encore le YouTube Ciné Game comme on l'appellera, comme on l'appelle, et donc il m'invite pour parler de ça, de cette expérience, du cut, et parce que j'avais ce rapprochement avec le directeur artistique du film, et du coup voilà et tout. Et c'est vrai qu'on est en plein Covid, et je vois que se démocratise aussi, parce que moi je vais assez vite, hein, les visioconférences, mais dans tout en fait. Dans tout l'univers, on va dire, de travail, tout le monde est en visio, tout le monde est en live tous les soirs. Moi, j'avais créé des lives confinement Got Talent sur mon téléphone à l'époque, où tous les soirs, j'étais en live sur mon Instagram, parce que j'avais plus de 100 000 abonnés, et je prenais des gens, et puis je les faisais chanter, et puis voilà, on parlait de ça et tout, parce que j'avais fait de la musique, quoi. Et après, j'annonce sur quelques lives, il m'invite sur 2-3 lives et tout, et puis je vois qu'il y a un espèce d'attrait, est-ce que John Ali montera une chaîne et tout. Et du coup, je me dis, je commence à mûrir l'idée, je me dis, ça serait cool de créer une chaîne, mais par contre, je voudrais faire quelque chose de différent. Je voudrais parler de cinéma, je voudrais avoir des conversations cinéma, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et j'avais quelques connexions dans le cinéma au niveau international. Et donc, je propose à Patrick, je lui dis, écoute, le Snyder Cut va sortir en mars 2021. Je lui dis, est-ce que tu voudrais, on ne te connaît pas assez, alors que tu as travaillé sur énormément de grands films.
venir sur la chaîne et faire une émission. Et ça a été la première vidéo de ma chaîne, cette rencontre avec Patrick. Alors, il y a deux choses. Il y a ça va faire rire les gens, mais moi, je pense que c'est important. Une grande maîtrise de l'anglais, la langue, anglais. Ouais. Tu maîtrises parfaitement cette langue. C'est important de préciser ça. Et puis, les entretiens que tu vas proposer sur ta chaîne, ce sont des entretiens, d'ailleurs, tout de suite, comme tu le dis, ce sont des entretiens qui, tu vas vers… déjà, ça m'intéresserait de savoir, là, c'est la cuisine interne, comment tu t'y prends pour bien évidemment avoir accès à ces personnes-là. Et puis, les personnes avec lesquelles tu vas t'entretenir, je veux dire que si tu pouvais avoir… certaines grandes stars dans le sens au niveau de la reconnaissance du public, j'entends bien, d'accord? Bien sûr. Je ne dis pas que les gens que tu as interviewés ne sont pas des grandes stars, mais c'est par rapport au public. Et il y a parfois des moments, tu interviews des gens qui sont parfois à leur début ou alors en fait, ce sont des gens qui te regardent, qui te parlent beaucoup plus qu'à toi. Donc, il y a comme ça un geste assez égoïste, mais au bon sens du terme, si ça veut dire quelque chose égoïste au bon sens du terme. Donc, parce que c'est un autre monde. Moi, je pourrais te parler de comment avoir un entretien ici en France avec tel cinéaste. En Angleterre, en Amérique, ça se passe comment pour une chaîne YouTube francophone, étrangère, et puis surtout, qu'est-ce qui te pousse à aller vers ces personnes-là? Alors déjà, pourquoi je voulais le faire effectivement au niveau international en anglais? Parce qu'il n'y en avait pas. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas de youtubeurs français qui le faisaient. Ou du moins, alors quand ils le faisaient, c'était par des opportunités de relations publiques avec des médias presse officiels. Mais il n'y avait personne qui le faisait de chez lui avec sa webcam. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir le proposer en France. Dire ça va intéresser du monde. Alors, comment je m'y suis pris? J'ai été recommandé des fois et j'ai eu des contacts, je te disais, j'avais des contacts dans l'industrie, dans le business, on va dire, globalement. Et une interview après une autre m'a amené une autre interview. Des fois, on m'a dit, tiens, tu devrais… Et des fois, on m'a même fait des demandes d'interview, carrément. Donc ça, c'était plutôt cool. Et après, je me suis pris bêtement. Hein. C'était un message sur Instagram ou alors c'était, je connaissais la personne qui s'occupait des relations publiques presse. Et je passais par cette personne, ou des fois c'était quelqu'un des fois je recevais un message Instagram carrément, donc ça c'était cool. Le seul souci, moi j'adore faire ça. Et effectivement, j'ai reçu des gens plus connus, des gens moins connus, mais moi je m'en foutais de ça. Ce qui m'intéressait, c'était de recevoir des gens que j'avais envie de recevoir et avec qui j'avais envie de parler de cinéma. Finalement, c'était ça qui était intéressant. D'ailleurs, j'ai reçu Yann Arthus Bertrand, j'ai reçu Carl Zero aussi. Enfin, je veux dire, tu vois, j'ai quand même. On va parler après de tout cet aspect-là. Ouais, j'ai élargi. Mais c'est vrai que je voulais faire principalement de l'anglais parce que je trouvais ça cool. Mais très vite, je me suis heurté à la réalité de ce que les gens consomment en France. Et c'est pour ça que j'en ai fait. La dernière, elle date de fin d'année dernière. Et il y en a d'autres qui vont certainement arriver. Et il y en a même que j'ai pas publié finalement, que j'ai enregistré, que j'ai pas publié. Parce que le timing se faisait pas au bon moment et au final, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Et il y avait eu quelque part trop de coups d'épée dans l'eau par rapport à ce format-là. Moi, ce qui me dérangeait, si tu veux, c'est il y a beaucoup de travail en amont. Il y a les enregistrements tardifs parce que c'est vrai qu'il y a souvent 9 heures de décalage. Et ensuite, il y a toute la traduction parce que bon, on est quand même sur un public français qui généralement parle pas anglais ou alors peut le comprendre, mais pas sur. Tu sais, déjà le format visio audio, c'est pas toujours audible suivant la connexion qu'on a. Tu sais, on n'est pas sur une prise de son cinéma où tout est parfait, on entend bien, même et encore là, même des fois, on comprend pas tout. Donc c'est très subtil, c'est-à-dire si quelqu'un ne capte pas, il n'y a pas quelque chose dans le son, parce que pour moi le son c'est important. Le son c'est quelque chose qui va te faire, qui va se connecter à ton cerveau et qui va te faire regarder ce qu'on te met devant toi. Et si le son ne va pas, si la connexion n'est pas bonne, si la traduction ne va pas, ou si l'effort de lire est compliqué, les gens vont décrocher. Et alors au début c'était cool, mais je me suis rendu compte que c'est parce que le public du YouTube Ciné Game regarde. Les interviews en anglais spécifiquement. Alors déjà en français aussi, je pense. Quoique en français, ça marche quand même mieux. Mais en anglais, c'est plus compliqué. Et surtout quand on va chercher un peu, parce que moi je suis dans la niche de la niche. Voilà, je vais aller chercher Eric Roberts, je vais aller chercher Peter Stormare, je vais aller chercher Holt McCallany, je vais aller chercher la niche de la niche. Et donc là, il faut être intéressé.
si j'avais fait plus de populaire où j'avais eu Zack Snyder, ça a failli se faire plein de fois. Bon, ça s'est pas fait pour des raisons, ça se fera certainement de toute façon. Mais je veux dire, si j'avais eu Stallone, si j'avais eu Schwarzenegger, mais je pense pas que c'est avec ça que j'aurais fait le plus grand nombre de vues, mine de rien, parce que je les vois des fois, ces grands acteurs aller sur des chaînes américaines et pas forcément faire 50 000 vues, alors que c'est Stallone, quoi. Donc j'ai pris du recul par rapport à ça. Moi, j'ai toujours ces contacts-là en privé, de toute façon. Même des gens avec qui je garde le contact, avec qui on s'envoie des messages, ça c'est cool. Et après, effectivement, la chaîne a évolué, et puis on fera peut-être cette transition pour t'expliquer pourquoi. Mais par contre, j'adore, je chéris tous ces moments-là que j'ai pu partager avec. Bah oui. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, de toute façon. Il y en aura d'autres, j'imagine. Quand tu reçois le fils de Bernard Tapie, Ouais, Stéphane Tapie, quand tu reçois dans un autre registre pour le coup, Karl Zero, c'est intéressant parce que et tu as évoqué aussi ton rapport à la politique par le prisme du cinéma. Le cinéma, tu as regardé, tu as éduqué politiquement. Et puis, tu as cité des personnes voilà, qui, je pense, ont ce point commun d'activer d'œuvrer pour une forme de liberté totale, et dû à l'intolérance des uns et des autres. Mais et c'est intéressant parce que je regarde aussi souvent donc les lives que tu fais, ou des bribes, mais en tout cas, je regarde. Et c'est vrai que je trouve que c'est con, hein, mais entre les premiers directs que tu as pu faire au tout début de ta chaîne et les directs d'aujourd'hui, je trouve que tu as comment dire, une espèce de confiance qui parfois peut être un peu insolente, je trouve. Je vais t'expliquer. C'est que autant autrefois, tu te limitais à certaines choses, aujourd'hui, et d'ailleurs tu le dis même, tu le verbalises. C'est-à-dire que tu peux même être grossier pour le coup. Ouais, carrément. Même, mais quand je dis grossier, c'est avec ton public, c'est avec tes abonnés. Alors, il y a une once d'ironie, certes, mais quand même s'il y a de l'ironie, on le dit, c'est dit. Bon, il y a ça, mais tu vas voir pourquoi je parle de ça. On est arrivé à ma question. Il y a aussi de parler avec Karl Zero sur un film très particulier, mais en même temps, le film, c'est peut-être un prétexte parce que c'est surtout de parler de la pédophilie. Exactement. Qui n'est absolument pas... Enfin, qui ne peut être que critiqué, heureusement d'ailleurs, mais on peut critiquer bien évidemment le film, parce qu'à l'époque, je me souviens très bien de celles et ceux qui adoraient ce film-là, qui d'ailleurs s'appelait... rappelle-moi le titre du film. Sound of Freedom. Ouais. Sound of Freedom. Moi, je faisais partie de ceux qui détestaient le film. C'est pas parce que je déteste le film que je suis pour la pédophilie. Bien sûr, mais bien sûr. Je rappelle les propos, en parlait, c'était assez ahurissant. Là où je veux en venir, comment est-ce que tu as été un peu bouffé pour le coup par comment dire, les possibilités infimes que la chaîne peut te proposer, que tu ne soupçonnais pas au départ, et donc qui te met parfois dans une forme d'adrénaline quand même assez intéressant et en même temps à étudier. Ou alors simplement, ça t'a toujours été comme ça. Je te dis ça parce que à l'image qui renvoie de toi, on voit qu'il y a un changement assez drastique, et je me pose cette question. Ouais, alors, alors déjà, le truc, c'est que c'est vrai que quand très tôt je suis arrivé avec les interviews, il y avait aussi tout de suite des lives. Et c'est vrai qu'en live, j'ai réussi tout de suite à fédérer du monde, même à amener des collègues qui sont depuis devenus un collectif. On a créé une BD. Enfin, tu vois, je parle des Vengeurs de Candor, je leur fais une petite dédicace. On a créé, j'ai rencontré des gens vraiment. Et donc j'ai toujours eu cette connexion en live où j'étais très à l'aise. Et sans penser que le format live deviendrait le format principal de la chaîne. Et c'est vrai que la personne que je suis aujourd'hui, qui est aujourd'hui devant toi, ou même l'autre qui est un peu, de temps en temps, un peu, qui va à fond, qui est bourrin, qui est grossier, c'est la personne que je suis dans la vie. Moi, dans la vie, je suis comme ça. Alors peut-être au premier abord, tu le vois pas. Moi, j'ai vécu dans un milieu où on se laisse pas faire. Même je vis dans un milieu où on se laisse pas faire. Je viens d'un milieu où on se laisse pas faire. J'ai mis les gants. J'ai toujours eu cette comment dire, cette franchise verbale parfois violente
qui doit être là quand elle est nécessaire. Alors parfois, elle n'est pas toujours premier degré. Attention, j'aime bien aussi titiller. Moi, j'aime bien faire chier les cons quand même. Parce que on a quand même, quand on est regardé par 500 personnes en live, il faut quand même se dire qu'on a 10%, on se laisse aller une marge de 10%, si c'est pas plus, d'une brochette de connards. Donc, cette brochette-là, il faut lui parler elle te prend pour quelqu'un, et il faut aussi lui renvoyer ce qu'elle est, elle. Et j'ai pas peur de cette image. Je veux dire, à un moment donné, je suis arrivé à un point où je l'assume. Tu sais, moi, j'ai jamais eu peur d'être critiqué. Tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as rappelé, la télé-réalité, c'est un milieu où tu es énormément critiqué. Je veux dire, le YouTube game, c'est un bac à sable à côté. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis rendu compte au final que c'était pas très différent de la télé-réalité dans les mentalités. Et les dramas, et les machins, et les commentaires, c'est aussi pourri, c'est aussi merveilleux que ça peut être pourri, quoi. Donc ça, c'est très drôle comme exercice quand je vois des gens dire « Ouais, t'as fait ci, t'as fait ça », puis ils sont aussi bêtes que les gens qui peuvent consommer même de la télé-réalité. Quand je dis bête, c'est pas tout le monde. Mais la télé-réalité est là pour te rendre intelligent. Les gens regardent la télé-réalité parce qu'ils se disent, ils regardent des idiots et eux se sentent intelligents. C'est un peu, voilà. Et dans le YouTube cinéma, c'est un peu différent. On a des gens qui nous regardent et ils vont, ils sont passionnés comme nous. C'est vraiment une passion qui nous réunit. Et si on fait une erreur, si on fait un truc qui leur plaît pas, ils vont réagir avec la passion. Mais nous aussi, quelque part, parce qu'on est comme eux. Moi, ce que je dis souvent, quand j'insulte quelqu'un, je dis, à un moment donné, je suis comme toi. Je suis un être humain. Je suis pas mieux que... Parce qu'il y en a, ils me disent, ouais, John, tu vaux mieux que ça. Non, je ne vaux pas mieux que ça. Je ne pense pas, parfois, valoir mieux que ça. Il y a des choses pour lesquelles, peut-être, je me valorise, mais il y a des choses, non, je suis comme toi. Je veux dire, à un moment donné, quand je suis saoulé, je te le dis crûment, mais je vais te le dire. Parce que j'estime qu'il faut avoir peut-être cette franchise. Et puis aussi, il y a la fatigue. Hein. Je te disais, j'ai plusieurs boulots. Des fois, on est en live pendant 3 heures, 4 heures le soir. Donc, à un moment donné, il y a l'être humain. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a l'être humain qui est là, que tu ne peux plus cacher derrière des lunettes ou derrière un écran. On me dit, pourquoi tu portes des lunettes? Bon, parce que j'ai 2 lights, toi, et c'est des lunettes de vue. Et j'ai 2 lights dans la gueule. Alors, si je les ai pendant 3 heures, dans un an, je suis aveugle, tu vois, derrière mes yeux. Mais c'est intéressant. Et c'est vrai que tu as pu peut-être me voir changer, mais en vérité, je suis comme ça, quoi. Non, mais je me savais que je me doutais que tu étais réellement comme ça, en fait, Ouais. et que c'était un leurre au départ. Mais cette chaîne YouTube, pour toi, c'est une scène de théâtre? C'est un show. C'est pour ça que tu vois, par exemple, la 7e dimension, pour moi, c'est important. Je ne sais pas si tu as déjà participé à mes lives, et c'est vrai que moi, j'essaie de faire des lives. Tu as vu la présentation de la 7e dimension? Je veux vraiment que les gens regardent la 7e dimension comme un show, comme une émission de télé. C'est pour ça que ça s'appelle John Ali TV. Mais parce que moi, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'image, de l'illustration, le fait que je sois passé derrière la caméra, que je passe derrière la caméra. Il faut pour moi que les détails soient importants. Je veux que ce soit beau à regarder. J'ai dessiné. Je veux pas, tu vois, quand je me suis abonné à StreamYard, le logo StreamYard, moi, c'est pas possible pour faire un live. Il me faut, tu vois, j'ai ma charte graphique, j'ai mes trucs, j'essaie de composer quelque chose avec les outils qu'on a aujourd'hui. Pour l'instant, la visio est comme ça, elle va certainement évoluer, mais j'essaie de réaliser quelque chose d'agréable, quelque chose qu'on a envie de regarder, parce que on parle quand même de cinéma, quoi. On parle de choses, on parle d'illustration vivante. Donc, je pense aussi que l'émission doit être à l'image, au moins à la hauteur, humblement, bien entendu, avec ce que je peux faire. Voilà, donc c'est important pour moi d'accueillir les gens, que ce soit un show, quoi. Et donc, effectivement, d'être quelque part sur un stage, comme tu disais, quoi, d'être sur une scène. Sur un plateau, en tout cas, quoi. Sur un plateau, tu t'occupes totalement, complètement 100%. 100%, la miniature, les bandes annonces, tout ça, tout, tu fais tout. Et il n'y a pas d'AI, hein, je tiens à le dire. Pas encore, en tout cas. Il n'y a pas de tir. Oui. Je tiens à le dire quand même, mais pas encore. Mais voilà. Mais je fais tout à 100%. Ouais. Comment tu en arrives à un moment à emmener ta chaîne YouTube principalement vers des directs et donc à la création de la 7e dimension? Eh bien, parce que, comme je te disais, les lives sauvages marchaient, tu vois, et que je suis lancé un live, il y avait au bas mot 250 personnes qui regardaient, et ça, c'était cool. Et puis un jour, je me dis, tiens, il faut que je structure, il faut que je fasse une émission hebdomadaire structurée avec un titre et tout. Et d'ailleurs, j'embrasse Fouad Benamou qui m'a aidé aussi à trouver le titre de l'émission. Parce qu'à cette époque-là, lui, il se refaisait tous les épisodes de la 4e dimension. Et moi, j'aimais le mot dimension.
Et puis, il m'a dit, tiens, 7e dimension, voilà, 7e art et tout. Je dis, putain, banco. Et donc, je pars sur ce format-là et je vois dès le départ que ça fonctionne, qu'il y a un truc. Alors, c'est vrai qu'il a évolué. Hein. D'ailleurs, on le voit de la première à la. Je crois qu'il y a 85 émissions aujourd'hui, sans compter les hors-séries. Mais, et d'ailleurs, au départ, j'arrive pas à tenir chaque semaine. C'est une fois toutes les 2 semaines et tout, parce que c'est du boulot. Il faut regarder. Souvent, c'est 7 films. Alors, des fois, il y en a 5, 6, mais globalement, c'est 7 films qu'il faut regarder. En tout cas, 7 contenus qu'il faut regarder par semaine, plus. Parce que moi, je suis quelqu'un qui regarde les nouveautés, qui va au cinéma. Donc, c'est du boulot. Et puis après, je me dis, il faut que je reçoive des gens qui ont envie de parler de cinéma et tout. Mais alors, c'est vrai qu'elle est. Bon, tu parleras certainement de l'axe sous une question qui t'est chère, mais il y a un axe dans cette émission. Moi, j'aime recevoir des gens très différents et en même temps toutes les contradictions. C'est pour ça que d'ailleurs, si on regarde les épisodes de la 7e dimension, il y a des fights, des joutes verbales assez marrantes aujourd'hui avec le temps quand on les revoit. Mais aussi un autre truc, pourquoi je suis passé en live? Parce que je l'ai toujours dit, je vais te le redire dans ton émission, le face-cam me fait horriblement chier. C'est-à-dire, me filmer, parler d'un film que je viens de voir au cinéma pendant une demi-heure, faire un montage, je trouve que c'est le truc. C'est dur ce que je vais dire, parce que j'adore, c'est comme ça que j'ai connu tous mes collègues. Je trouve que c'est antiproductif à mort. De mon prisme à moi, de ce que je parle de produire de l'image. Me regarder parler de cinéma, ça m'emmerde, mais alors à un point, c'est l'enfer sur Terre. C'est-à-dire que, et en plus après tu prends ton truc, tu te montes, ah non, et tu cut, et tu mets des images. Mais je trouve que c'est le truc le plus chiant au monde à faire. Parce que, par contre, en parler avec les autres, en live, sans se cacher, tac, c'est comme une scène de théâtre, comme tu parlais de scène, et c'est assez intéressant. Là, on se cache pas, on est nous, avec les défauts et des fois les conneries qu'on va pouvoir dire, c'est comme ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai lancé un nouveau format en mode portrait, très court, où je me filme pratiquement sans cut, voilà, pour parler très vite, parce qu'il faut quand même aussi faire du contenu. Je l'ai lancé dans les shorts sur YouTube et sur TikTok. Mais faire une vidéo comme ça, j'en ai fait quelques-unes, je veux plus. À part les entretiens, je trouve que c'est le truc le plus chiant du monde, quoi. C'est horrible. C'est vraiment l'enfer sur Terre. C'est énergivore, ça prend du temps et j'y prends aucun plaisir. Et il t'arrive parfois d'avoir du déplaisir quand tu te retrouves, parce que c'est toutes les semaines, et l'émission est censée commencer à 21h30, et franchement, Dieu l'a dit. Il est magnifique. D'ailleurs, je vais te poser une question. Le jour où ça commencera à l'heure, c'est la fin de la chaîne? C'est possible, hein, tu sais, on fera la fin de la... Non, mais c'est marrant. Attends, répète ta question parce que excuse-moi. Non, mais j'avais pas encore posé ma question. La question m'a rappelé que tu étais constamment en retard. C'est vrai, et c'est pas des retards de 5 minutes. Hein, mais ce que je dis sur le chat, ils le savent, ils le disent. Donc, non, c'est des longs retards. Mais donc, ça veut dire que ça se te fait terminer très tard. C'est là où je veux en venir. C'est toutes les semaines. Majoritairement, les thématiques, les axes, c'est emprunté à un certain aspect du cinéma américain, majoritairement, je dis bien. Il peut y avoir parfois des exceptions, donc c'est le cinéma que tu aimes et tu partages avec des... Alors, moi, je trouve que c'est souvent on revoit souvent les mêmes, mais je me dis que c'est comme le masque et la plume, tu sais, c'est voilà, on regarde les visages avec qui on a envie de parler. Voilà, l'idée, c'est que j'ai envie de parler avec ces gens-là. Il s'avère que j'aime bien parler avec ces gens-là et j'ai envie de parler avec ces gens-là d'un cinéma, moi, qui m'intéresse, qui me regarde, quoi. Bon, c'est ton choix. Moi, ça, je ne verrai jamais critiquer ça. Non, là où je veux en venir, c'est est-ce qu'il parfois il peut t'arriver cette sensation un peu bizarre quand tu commences à préparer une émission comme toutes les semaines et avoir une sensation de déplaisir, même si tu vas parler d'un truc qui est super cool. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, sur les 84 émissions? En fait, pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que ça m'est arrivé avec un déplaisir, mais par contre avec une immense fatigue. C'est-à-dire, oh là là, ce soir, il y a le live. Et je suis fatigué parce que mon travail m'a épuisé toute la semaine. Ou alors des fois me dire, ah putain, mais j'ai pas encore revu ce film, il faut absolument que je le revoie. Alors, c'est pas du déplaisir, c'est dans le timing, je pense, un manque de temps et de fatigue. Et d'ailleurs, souvent, on me le dit parce que je dis à mes proches, je suis fatigué ce soir, le live, ça va être compliqué. Et dès que c'est rec, bim, l'énergie revient, la passion revient. Et je pense pas avoir manqué souvent d'énergie lors d'un live. J'arrive toujours à tenir mon truc. Et parce qu'en fait, j'adore ça.
En fait, j'adore ça. Je ne prends aucun déplaisir. Franchement, je trouve que je suis dans un truc qui me plaît. J'aime entendre les collègues parler de cinéma. Il y a quelques nouveaux qui ont fait aussi leur apparition plus régulièrement ces temps-ci dans la 7e dimension, Zoltan, David the Film Talker. Et puis après, c'est dur aussi d'avoir chaque semaine, c'est pas évident, des fois on est deux, et c'est pas évident aussi de réunir chaque semaine aussi, parce que bon, les gens, on a tous une vie, leur dire tiens, il y a ça à regarder, est-ce que tu as envie, est-ce que ce dont je parle va t'intéresser, mais je les remercie tous, hein, toi aussi d'ailleurs, d'avoir participé, d'être là, et même de revenir plus tard dans l'émission à chaque fois, quoi. C'est quand même parce que il y a aussi un rendez-vous qui est pris maintenant chaque jeudi avec le public quelque part, où je reçois énormément de messages, hâte de la 7e dimension jeudi, et ça me fait ça déjà c'est quelque chose que je dois aux gens qui se sont abonnés, aux gens qui regardent. Il y a ce que moi j'aime faire, et puis il y a aussi la part on se doit aussi de tenir la barre, quoi, et de délivrer, comme dirait Captain Crochet, de délivrer la marchandise aux personnes qui sont venues voir quelque chose, parce que quand quelqu'un me dit cette 7e dimension, elle était un peu, j'essaie toujours de faire une émission à la hauteur des attentes. C'est important, ça aussi, de pas faire un truc égoïstement qui me plaît qu'à moi. Il faut aussi, dans ce que j'ai envie de parler, que j'arrive à le transmettre. Et il y a énormément de gens qui disent j'ai découvert ce film grâce à toi, j'ai découvert ce film grâce à toi, je me refais ces films grâce à toi, mais je m'influence moi-même. C'est-à-dire que je vais faire un live et je me rends compte que j'ai pas le film à la maison dans ma Blu-ray Tech, et je l'achète. Et du coup, je consomme moi-même via la 7e dimension, quoi. C'est marrant. T'imagines parfois que si tu avais 8 ans, 10 ans et que tu avais accès à YouTube, que tu avais accès. Ouais. Mais tu sais quoi? Non, je chéris, j'ai toute la collection des Mad Movies, des Impact. Je chéris cette époque-là. Si tu sais, oui, parce que j'ai pas parlé de ce plaisir d'aller chercher mon magazine de cinéma dans le quartier au tabac du coin, au tabac presse du coin. C'était, mais dans les années 90, quand j'ouvre un Mad Movies chaque mois, mais tu sais, c'est un plaisir. Parce qu'on n'avait pas, dans les VHS, on n'avait pas les making-of, on n'avait pas les behind the scenes, on n'avait que des petites émissions spécialisées, je pense à Cinésis ou sur Canal, tout ça, où on pouvait voir des making-of. Mais à l'époque, les making-of, c'était en papier, c'était de l'écrit. C'était des gens qui venaient, des journalistes. Toi, tu viens en plus du papier, donc tu sais de quoi je parle. Et si tu vas dans mes toilettes aujourd'hui, il y a une pile de magazines de cinéma que je me relis quand je passe du temps en toilette, parce que j'aime bien lire dans les toilettes. Mais voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de lire le cinéma. Bien sûr. Là, je me suis acheté l'encyclopédie de Retour à le futur, celle de Die Hard, celle de Terminator, avec les illustrations, les sketchbooks des artistes, des artisans, et puis des anecdotes. Moi, ça me passionne de lire ça. Est-ce que cette chaîne YouTube, finalement, conjugue l'horizontalité liée à ton rapport au dessin, le rythme de la musique, je dirais même les rapports aussi au show, comme les Saturday Nights, ou le souffle aussi de la boxe? Est-ce que ça dit aussi quelque chose de ces pratiquement 30-35 ans? Je ne compte pas l'enfance, hein, bien évidemment. Ouais, je pense que tout est lié, c'est ce que je te disais. Tout est lié finalement à ce carré magique. Tu sais, c'est marrant, parce qu'on dit que le carré magique, c'est aussi le ring de boxe. Mais il y a la télévision, qui était format plutôt carré à l'époque que 16:9. C'est ce carré magique où on peut tout apprendre et tout découvrir, hein, parce qu'il y a le documentaire, il y a énormément de choses, il y a l'interview, tu vois, c'est pour ça que ça a reflété aussi sur ma chaîne, ce mode-là, ces conversations avec ces entretiens que j'avais avec ces gens du cinéma, c'est un peu ce que je voyais, ce que je lisais dans Mad Movies, quoi. Alors, je suis pas extrêmement doué à l'écriture, comme un journaliste peut l'être. Je suis toujours d'ailleurs émerveillé quand je vois comment les journalistes mettent des mots sur les images. Ça m'émerveille de lire les formules auxquelles ils pensent. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime lire. Parce que c'est des choses que je ne sais. Il y a cette découverte des choses que je ne sais. C'est l'inconnu pour moi. La musique, pareil. J'adore faire de la musique. J'adore faire découvrir aussi. Parce que ça peut être de l'inconnu pour quelqu'un. Mais ouais, tout est connecté. Pour moi, il n'y a pas de choses enclavées. Je pense que tout est connecté.
Et le cinéma, c'est la chose merveilleuse pour en parler, parce qu'elle peut nous faire lire, nous faire regarder, nous faire être acteurs, nous faire participer. Il y a un truc interactif qui est assez impressionnant, hein, qui est même infini, quoi. Dernière question. Je rappelle pour celles et ceux qui ne sauraient pas, John Ali TV, c'est une chaîne YouTube et dans le descriptif de cette vidéo, vous avez bien évidemment le lien qui renvoie à sa chaîne YouTube, mais je pense que vous le connaissez suffisamment. Dernière question. Pourquoi, selon toi, il n'y a pas eu un véritable film sur Sam Cooke, voire même sur Otis Redding, parce que tu as oublié de mentionner Otis Redding. Non, je peux pas oublier Otis Redding, bien entendu, mais oui, tu as raison. C'est une question un peu bizarre, parce que... Ouais. Non, c'est intéressant. Écoute, tu sais, je vais te raconter une anecdote de cinéma. En 2001, Michael Mann sort le film Ali. Et moi, je suis un fan inconditionnel de Mohamed Ali. Je suis fan de boxe. Hein. J'étais aussi directeur d'une fédération de boxe. Tu vois la ceinture derrière. Royal Boxing Organization, RBO. Et j'ai un rapport très proche avec Mohamed Ali. Déjà, j'en suis fan. C'est lui qui m'a mis à la boxe. Mon père était fan d'Ali, de Mike Tyson et tout. Et alors, c'est vraiment quelque chose d'assez important pour moi. Je découvre le film Malcolm X de Spike Lee quand je suis jeune. Et je suis subjugué par ce film, mais je ne le comprends pas parce que je suis trop jeune quand il sort. Je ne le comprendrai que plus tard. Je suis subjugué par la boxe de Mohamed Ali et je suis subjugué par Sam Cooke. Sans savoir à aucun moment qu'ils étaient amis dans la vie. Je l'ai appris par le film de Michael Mann. C'est pour ça que tu parlais d'apprendre des choses via le cinéma. Et je me rends compte qu'ils sont amis en fait dans la vie. Et je me dis, ces trois personnalités que je kiffe pour des choses complètement différentes, ont été des amis très proches dans la vie et ont une histoire commune. Et d'ailleurs, on voit dans l'introduction du film de Michael Mann, excuse-moi, on voit dans l'introduction du film de Michael Mann ce magnifique concert de 1963 au Harlem Square Garden de Sam Cooke, qui est parmi les Rolling Stones, là, il est dans le top 10 des plus grands concerts live jamais enregistrés. C'est mon concert ever. J'adore ce concert. Et on voit donc un acteur qui s'appelle David Elliott qui chante et qui joue le rôle de Sam Cooke. Et je fais putain. Et donc, je deviens complètement dingue et tout. Je dis putain, ils ont été amis, c'est dingue parce que je suis complètement fan de. Enfin, je suis fan. J'aime beaucoup le parcours de ces gens et fan de Sam Cooke. Et attends, je me perds dans ce que je voulais te dire. Et oui, attends, je me souviens de me perdre dans ce que j'étais en train de te dire. Tu vois, le téléphone a sonné. Les trois sont amis, tu apprends qu'ils sont amis. Oui, voilà, parce qu'on parlait de Sam Cooke et Otis Redding. Voilà. Et donc, je me dis, j'adorerais qu'il y ait un biopic sur Sam Cooke, qui est pour moi et c'était Berry Gordy avant Berry Gordy et avant la Motown, Sam Cooke. Hein. C'est le premier chanteur afro-américain qui a possédé ses éditions, qui a produit de grands artistes. Bon, il est mort très jeune, malheureusement. Assassiné. Oh, c'est horrible. Et c'est peut-être parce qu'il était trop libre qu'ils l'ont tué. Oui, mais c'est pour ça, hein, d'ailleurs. Hein, c'est Etta James qui en parlera très bien de ça, d'ailleurs. Et il y a un film qui sort en 2021, qui est génial, et qui s'appelle One Night in Miami, et qui raconte la nuit. Alors, parce qu'elle a existé, mais elle est vraiment racontée sous forme de fiction. C'est Regina Hall, je crois, qui a réalisé le film, qui est actrice aussi. Et donc, elle raconte le soir où Mohamed Ali, en 65 devient champion du monde, en 64, pardon, devient champion du monde des poids lourds, à Miami contre Sonny Liston, et Malcolm X et Sam Cooke étaient venus le voir. Et ils ont passé la soirée ensemble, ça c'est vrai. Alors, on sait pas exactement, on saura jamais exactement ce qu'ils se sont dit, mais ils ont réalisé un film qui s'appelle One Night in Miami. Et c'est intéressant, parce que ce film, il a reflété tout le spectre, enfin, toutes les questions que je me posais sur leur amitié. Où tu vois Malcolm X qui parle avec Mohamed Ali. On est à une époque de ségrégation raciale intense encore au milieu des années 60. Et la position de Sam Cooke, la position d'athlète de Mohamed Ali, la position d'homme politique de Malcolm X. Et donc, c'est là où on voit Sam Cooke qui a été le mieux d'ailleurs joué et même interprété dans ce film-là. Moi, j'adorerais qu'il y ait un film sur sa vie parce que je crois qu'elle est passionnante et intéressante. Et d'ailleurs, Otis Redding, il n'y aurait pas eu, je pense, d'Otis Redding sans Sam Cooke. Il n'y aurait pas eu de Michael Jackson sans Sam Cooke, voilà, de Berry Gordy. Enfin voilà, tous ces gens-là sont. Je pense que Sam Cooke a influencé énormément la musique contemporaine. Même aujourd'hui, hein, tout le monde le dit, quoi. Donc voilà, je suis très très
toujours été très touché par Sam Cooke. J'ai eu l'occasion de monter sur scène avec les Temptations, parce que je suis grand fan des Temptations. C'était la première chanson que je chante à la télévision, My Girl des Temptations. Et un jour, je vais les voir en concert et ils me font monter sur scène. Donc, je me retrouve dans la ligne des Temptations avec Otis Williams, quoi. J'avais un poster des Temptations accroché à côté de mon lit quand j'étais gamin, tu vois ce que je veux dire. Et je me retrouve sur scène avec eux. Il y a toujours eu ce truc où je savais que j'allais faire quelque chose sur scène quand j'étais gamin. Je savais que j'étais fait pour ça, que j'allais passer à la télé, que j'allais faire de la musique. Et j'ai eu la chance de partager la scène 3 fois avec des chanteurs comme Billy Paul. Donc, si tu veux, tu as mon parcours télé-réalité, mais il y a des choses vraies que j'ai fait avec des légendes de la musique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas m'enlever, c'est quelque chose qui a existé et c'est quelque chose que je chérirai toujours, quoi. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et je crois que dans le film en question dont tu parlais, que tu évoquais, il y a une 4e personne qui est un joueur de football américain, si je me trompe pas. Oui, c'est Brown. C'est Jim Brown, c'est Jim Brown. Jim Brown, exactement. Lui qui jouera plus tard. Exactement, Jim Brown qui était présent, le footballeur américain. C'est ça. Qui après a joué au cinéma. Bah écoute, c'était un plaisir en tout cas. On va mettre 3 points de suspension à cette conversation. Je rappelle encore et toujours John Ali TV, le lien de sa chaîne YouTube dans le descriptif de la vidéo. Et aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas pour combien de temps, mais le rendez-vous hebdomadaire, c'est le jeudi, tous les jeudis soirs, officiellement 21h30, officieusement tutoyons les anges, comme disait Odia, tutoyons les anges. C'est ça. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Et à très vite. À très vite, générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.